J'ai emprunté plus de 2 millions d'euros pour investir dans l'immobilier et je vais vous expliquer dans cette vidéo les étapes que vous devez suivre si vous voulez réussir votre financement immobilier. Je suis Mickaël Ferrari et je suis l'auteur du livre Par ici la sortie que je vous invite à vous procurer, dans lequel je vous explique comment créer votre liberté financière pas à pas et de manière sérieuse. Si vous avez déjà réalisé un ou plusieurs financements, cette vidéo ne va peut-être pas vous être la plus utile de ce que je vais faire. Elle est vraiment destinée aux personnes qui n'ont jamais fait de financement immobilier, bien que dans cette vidéo, je vais évidemment partager pas mal d'anecdotes personnelles et de retours d'expérience de par tous les emprunts que j'ai pu faire et toutes les banques avec lesquelles j'ai pu travailler. Donc je vais commencer par résumer les grandes étapes d'un financement immobilier. Ensuite, on va rentrer dans un tutoriel pas à pas sur plus en détail ce qu'il faut faire. Et enfin, je répondrai aux questions les plus fréquentes sur le financement immobilier. Je vous invite à télécharger le modèle de dossier bancaire que je mets à disposition qui résume comment vous devez présenter votre demande à la banque et vous permet de ne pas oublier certaines informations qui permettront à la banque de vous dire oui. Alors pour situer rapidement le marché bancaire en France, vous voyez que c'est entre 5 et 10% du PIB, donc c'est quand même assez significatif, qu'on parle de montant entre 139 et 244 milliards d'euros en cumul annuel, et que dans la production de crédit en France, eh bien, il y a à peu près la moitié qui concerne de la résidence principale, environ 50%, et dont les ménages modestes représentent à peu près 20%. Donc c'est-à-dire que la moitié des crédits, c'est soit de la renégo, soit du financement immobilier pour de l'investissement. Les étapes d'un financement immobilier sont assez simples puisque tout débute par la signature d'un compromis de vente. C'est le document qui va démarrer le fait que vous ayez besoin d'un financement. Sans ce document et avant cela, ça n'est pas très utile d'aller voir votre banque. Si vous l'avez déjà fait, vous avez vu ce qui s'est passé, la banque vous dit revenez me voir quand vous aurez du concret. Le compromis de vente, c'est le concret. Et donc, il va comporter évidemment le montant de ce que vous souhaitez emprunter et d'autres éléments sur le bien que vous souhaitez acquérir, ce qui va permettre à la banque de commencer à une analyse et de commencer à pouvoir vous donner des réponses. Donc la première étape, c'est d'avoir signé un compromis de vente. La seconde étape, ça va être de déposer votre dossier bancaire, donc c'est-à-dire de préparer vos éléments, et on va voir ça juste après, qu'est-ce que vous devez préparer et comment le faire. Mais vous devez préparer un dossier bancaire, c'est-à-dire une petite présentation, une synthèse de qui vous êtes, de pourquoi vous achetez ça et de ce que vous attendez de la banque, le financement que vous recherchez. On va parler de la durée, on va parler de plein de choses après. Mais c'est de déposer ce fameux dossier bancaire. On va parler des banques qu'il faut aller voir aussi. Mais voilà, déjà préparez ce document. Vous pouvez télécharger le dossier bancaire que je vous mets à disposition encore une fois pour faciliter votre travail. Ensuite, si vous êtes bien préparé, que vous avez bien fait les choses, vous allez avoir des offres de prêt assez rapidement et dès les premiers rendez-vous. Si vous n'êtes pas bien préparé ou que vous ne savez pas bien ce que vous faites, vous pouvez passer des semaines et des mois à courir après les banques, à avoir l'impression de vous faire ghoster ou à vous griller auprès de banques qui ne vont pas vraiment vous répondre ou vont vous fermer la porte au nez parce que soit elles ne comprennent pas votre demande, soit ce que vous demandez n'est pas cohérent, soit ce que vous demandez n'est pas adapté à votre situation ou à ce que la banque peut proposer aussi. Et donc, du coup, ça va paraître un long chemin désagréable. Donc, il faut bien vous préparer pour que ça se passe très facilement et normalement, vous devriez obtenir des offres de prêt. L'offre de prêt, c'est le document contractuel que la banque va éditer qui officialise sa proposition et c'est un document que vous devez signer pour accepter les offres et à ce moment-là, eh bien, vous avez réalisé votre emprunt et donc vous pouvez retourner chez le notaire signer l'acte authentique, c'est-à-dire le document qui vous officialise propriétaire du bien immobilier en question. Alors ce que je vais dire concerne majoritairement les investissements immobiliers, mais si vous achetez votre résidence principale, les étapes sont les mêmes. Il y a quelques petites différences dont je vous parlerai au fur et à mesure. Alors maintenant, je vous propose de rentrer dans les étapes pour vous préparer et réussir votre financement immobilier de A à Z. Donc la première étape, ça va être de calculer votre taux d'endettement et je dois d'abord vous expliquer ce qu'est le taux différentiel. Il faut comprendre que jusqu'en janvier 2020, il y a des banques qui utilisaient ce mode de calcul qui était vraiment très avantageux pour l'investisseur.
il n'existe plus ce mode de calcul, ce n'est plus en ligne avec les recommandations faites par le Haut Comité à la stabilité financière. Alors comment ça marchait à l'époque? Eh bien, on prenait en charge le loyer que vous deviez payer ou le remboursement pour votre résidence principale et les mensualités du prêt immobilier. Si par exemple il y a d'autres crédits, on les inclut évidemment. Et en fait, on déduisait les mensualités du prêt immobilier des loyers du prêt immobilier, ce qui faisait qu'on arrivait, dans l'exemple ici, on a 800 euros de recettes, c'est-à-dire de loyers qui rentrent, on a 600 euros de remboursement pour l'investissement locatif, donc on a seulement 200 euros que l'on va ajouter. Donc ce qui faisait que dans le calcul, on prenait ici le loyer pour se loger, le crédit auto 230 euros, on ajoutait les deux et on divisait ça par toutes les recettes, c'est-à-dire le salaire plus les 200 euros de l'investissement locatif quand on fait les loyers qui rentrent moins le remboursement du prêt immobilier, donc il restait 200 euros. Donc en fait, on s'enrichissait. Donc on arrivait ici à un taux d'endettement de 37%. Mais désormais, le calcul qui est appliqué depuis longtemps, c'est le fait qu'on va tout simplement prendre d'un côté la mensualité du prêt immobilier et de l'autre les loyers. Donc on va les intégrer dans l'équation, ce qui va rendre le calcul plus défavorable. Et dans le cas présent, eh bien, on va prendre 500 euros, donc c'est ce que la personne paye pour se loger. 600 euros, c'est la mensualité du prêt immobilier qu'elle paye. 230 euros, c'est son crédit auto. On va diviser ça par son salaire plus les loyers qui rentrent de son investissement locatif. Et donc, on arrive ici à 47%. Donc, vous voyez qu'on est passé de 37 à 47% avec les mêmes chiffres. Alors, je vous invite à utiliser le calculateur. Vous tapez la finance pour tous calculateur d'endettement et vous pouvez taper votre revenu net ici, mensuel, et tous vos emprunts. Vous pouvez ajouter des lignes et ça vous fera le calcul directement. Une fois que vous avez cette information, vous allez comprendre si vous allez être un bon client pour la banque ou si vous allez devoir ajuster certaines choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que vous devez ajuster et comment le faire parce que ça peut être un petit peu long et il y a beaucoup de subtilités. Mais sachez que si vous arrivez avec un taux d'endettement qui est à plus de 35%, eh bien, la banque va avoir beaucoup de mal à vous financer. Ce n'est pas impossible puisqu'il y a, d'après le HCSF, donc le comité qui édicte les règles que doivent suivre les banques ont 20% de leur production de crédit qui peuvent ne pas respecter par exemple le taux d'endettement de 35%. C'est-à-dire qu'elles peuvent financer des personnes qui sont plus endettées que 35% pour 20% de leur dossier. Et dans ces 20%, il y a environ 6% réservés aux investisseurs immobiliers. Donc la banque a cette marge de manœuvre, mais généralement, elle va ne pas l'utiliser, en tout cas pour quelqu'un qui débute ou pour un client qu'elle ne connaît pas. Donc, si vous êtes dans le cas d'une personne, si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais investi, qui va voir une banque qui ne vous connaît pas, il est assez peu probable que la banque accepte d'utiliser cette marge hors norme pour vous. Donc, dans ces cas-là, il y a d'autres solutions comme investir en société ou travailler sur le bien que vous allez acheter ou travailler sur le financement pour l'optimiser. On en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un point important de déjà être au clair avec cette règle du taux d'endettement qui est, vous avez compris, une obligation réglementaire, mais en même temps, les banques ont un certain nombre de dossiers hors normes qu'elles peuvent financer. Et pour vous donner une petite anecdote, dans mon cas personnel, je suis à plus de 60% d'endettement et ça ne m'empêche pas d'obtenir encore des financements. Ça dépend vraiment de votre situation. Moi, je suis dans une situation un peu particulière, une situation que j'ai créée, dans laquelle j'ai une holding, dans laquelle j'ai des revenus professionnels de l'immobilier, dans laquelle j'ai des relations historiques avec les banques aussi, ce qui fait que les banques me connaissent et ont aussi d'une certaine manière confiance dans mes qualités d'investisseur, ce qui les rassure dans les projets que je leur demande de financer. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler de prêt immobilier, surtout si cette vidéo est orientée plutôt pour les personnes qui débutent, sans parler un petit peu de chiffres et de questions un peu qui peuvent paraître simples, mais que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, ça vaut quand même le coup d'évoquer ça en quelques minutes. Donc la question, c'est de comprendre le prêt immobilier. Qu'est-ce que c'est qu'un prêt immobilier? Parce que ce n'est pas forcément évident, surtout quand on n'a jamais emprunté. Donc un prêt immobilier, il faut bien comprendre que c'est une somme que va vous donner la banque pour acheter quelque chose pour vous. Donc il y a tout de suite une question qui va se poser, c'est comment le prêteur, la banque, va se garantir. Et donc va entrer plusieurs éléments en ligne de compte pour que la banque se garantisse.
et pour que la banque gagne de l'argent. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une question d'intérêt d'emprunt qui sont à payer. Donc vous avez évidemment entendu parler des taux directeurs, les taux que fixe la Banque centrale européenne et qui influent directement sur le taux que peuvent proposer les banques pour financer l'immobilier. Donc ces taux-là, quand on parle par exemple, on va prendre un taux de 5% pour faire simple, j'ai vu sur les réseaux des gens qui imaginaient que si j'emprunte 100 000 euros à 5%, je dois rembourser 100 000 plus 5 000 euros d'intérêt. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Bien entendu, on va faire un petit calcul. Alors là, il vous suffit d'aller sur un calculateur comme celui de Meilleur Taux, calculateur des mensualités de crédit immobilier. Vous voyez ici que si j'emprunte 100 000 euros sur, admettons, 20 ans, ici, il me propose un taux de 4%, c'est les taux du marché en ce moment. Donc j'ai une mensualité de 635 euros. Mais surtout, je ne rembourse pas 5 000 euros. Le coût total du crédit, c'est 52 000 euros. Ce qui fait qu'ici, dans ce cas-là, pour 100 000 euros empruntés, je vais rembourser en réalité 152 000 euros à la banque. Alors ici, souvent, ce que se disent les gens, c'est que il faut emprunter sur la durée la plus courte possible. Par exemple, si je rembourse sur 10 ans, bien sûr, ça va diminuer le coût total du crédit. Vous voyez qu'on passe à 23 000 euros, donc on le divise presque par deux, un peu plus, puisque le taux d'intérêt baisse, puisqu'on va payer ces intérêts sur une durée plus courte, la moitié du temps, et donc on paye moins d'intérêts. Par contre, la mensualité, elle, augmente, et c'est tout le nerf de la guerre quand on fait du financement immobilier, c'est de faire un arbitrage entre le coût total du crédit et le montant de la mensualité. Et en fait, dans ce petit jeu-là, il y a deux visions très opposées. Quand il s'agit de votre résidence principale, généralement, on souhaite rembourser le plus vite possible et donc ne pas payer d'intérêt sur des sommes qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas investies. Une résidence principale ne rapporte pas d'argent. Bien sûr, il y a des exceptions, on peut louer des fois une chambre, on peut faire des choses, mais la logique de base, c'est ça. Quand c'est pour un investissement immobilier, la logique est totalement opposée et c'est là que beaucoup de gens se trompent et font les choses à l'envers. Ils réfléchissent comme si c'était une résidence principale alors que ce n'est pas le même mode de pensée qu'il faut appliquer. Ce qu'il faut appliquer dans ces cas-là, c'est l'extrême opposé, c'est-à-dire emprunter sur la durée la plus longue possible, donc 20 voire 25 ans, et se moquer totalement du coût du crédit. Si j'illustre ici que j'emprunte sur 25 ans, vous voyez que le coût total du crédit passe à 69 000 euros. Et évidemment, c'est exponentiel. Si je passe à 240 000 euros, vous voyez que le coût total du crédit, c'est 166 000 euros. Donc les choses sont exponentielles, bien entendu. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à emprunter sur une durée la plus longue possible quand on fait un investissement? Eh bien tout simplement pour continuer à faire des projets. Si vous faites un projet sur 10 ans, et que vous êtes déjà à 40% de taux d'endettement, que vous avez réussi à faire un premier financement, après vous êtes bloqué pour la suite parce que même si vous avez un bon profil, la banque va voir que vous avez une mensualité de remboursement importante et va vous dire attendez d'avoir remboursé ce premier bien-là. Alors que si vous étalez tout cela, même si ça va vous coûter plus cher, ça va être des déductions fiscales et c'est un aspect évidemment que je n'aborderai pas dans cette vidéo parce que c'est très long la fiscalité de l'immobilier, mais plus on a des charges, plus on peut les déduire et donc ce n'est pas de l'argent qui est perdu, contrairement à l'achat d'une résidence principale où les intérêts payés sont eux bel et bien perdus. Et donc dans un tableau d'amortissement, vous allez trouver la colonne la plus importante, le capital restant dû, ce que vous devez à la banque. Et vous allez trouver dans la mensualité qu'il y a deux composantes principales. Il y a les intérêts que vous payez et il y a le capital que vous remboursez à la banque. Donc au départ, vous payez beaucoup d'intérêts. Et puis plus le prêt vieillit, moins vous remboursez d'intérêts et plus la part de capital remboursé augmente pour arriver à la fin de la période prévue à un remboursement de la totalité de la somme que vous avez empruntée, plus les intérêts, ce fameux coût total du crédit que vous avez payé, découpé en mensualité. Il y a évidemment un ensemble réglementaire assez fourni autour du prêt immobilier, autour de l'assurance emprunteur avec la loi Lemoine par exemple ou la loi Scrivener pour les délais de réflexion. Mais tout ça, je vais en parler un petit peu plus tard. En tout cas, sachez que tout est extrêmement documenté, réglementé et encadré. Et donc, il est assez facile en réalité de trouver là où vous en êtes et les possibilités que vous avez. Ce qui me mène à la troisième étape, une fois que vous avez calculé vos taux d'endettement, une fois que vous avez compris un peu ce que c'est un peu mieux un prêt immobilier, à quoi ça vous engage et finalement comment choisir la durée,
Eh bien, ça va être de signer un compromis de vente, je l'évoquais tout à l'heure. Et sachez ici que après la signature d'un compromis de vente, vous avez un délai de réflexion qui vous permet évidemment de vous rétracter si vous ne trouvez pas, si vous ne souhaitez pas concrétiser ce projet. Vous avez 10 jours de réflexion. Et au-delà de cela, vous avez généralement dans un compromis de vente des conditions suspensives de financement, c'est-à-dire un élément qui vous permet de vous rétracter de votre engagement à acheter le bien immobilier si jamais vous ne trouvez pas le financement. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur quand on débute, mais c'est évidemment le rôle du notaire et son rôle de conseil notamment pour vous accompagner sur la rédaction de cette clause, pour vous protéger, vous expliquer ce que vous devez exactement faire, les démarches que vous devez faire pour éventuellement vous rétracter si jamais vous ne trouvez pas de financement, donc vous êtes protégé en tant qu'acheteur. Sachez que c'est vraiment une bonne protection qui existe et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser si jamais vraiment vous ne trouviez pas de financement. Alors ensuite, vous allez monter votre dossier bancaire une fois que vous avez votre compromis. Donc, on va regarder les pièces justificatives qu'il faut fournir. Voilà, donc ce que vraiment vous devez faire après, c'est remplir ce dossier bancaire. Donc, avoir la description du porteur de projet, votre situation patrimoniale, le projet et le financement que vous recherchez. Donc, vous allez vous décrire tout simplement votre identité, etc. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où la banque ne vous connaît pas. Vous allez décrire votre situation patrimoniale, donc les comptes que vous avez, l'épargne que vous avez, les biens immobiliers que vous avez éventuellement. Vous allez décrire vos ressources et vos charges, donc tout ce qui rentre, tout ce qui sort pour l'ensemble des emprunteurs, bien entendu si vous êtes plusieurs. Vous allez décrire votre taux d'endettement, donc là c'est là qu'il faut démontrer que vous savez là où vous en êtes. Déjà, c'est un premier bon point. Vous allez présenter l'opération, le projet, donc quel est le bien, dans l'état dans lequel il est, l'objectif du projet, c'est intéressant toujours de le partager. Qu'est-ce que vous comptez en faire et comment vous comptez vous y prendre? Vous allez présenter l'emplacement. Alors généralement, si vous allez voir une banque, notamment une banque régionale, elle connaît sa ville, elle connaît l'endroit où vous achetez, mais c'est quand même toujours bien d'avoir un petit topo là-dessus. Vous pouvez présenter aussi la demande locative dans votre coin, sur le mode d'exploitation que vous allez présenter. Il y a des outils comme Log Service qui vous permettent d'afficher un tensiomètre et voilà, montrer un petit peu l'intérêt sur le marché. Vous allez expliquer les travaux envisagés parce que très souvent dans l'investissement locatif, on fait des travaux et beaucoup de travaux. Donc là, il faut être assez précis sur les travaux qui sont réalisés avec évidemment le montant de ces travaux. Il faut présenter des devis. Vous devez avoir des devis pour déposer votre demande de financement pour que la banque puisse les inclure dans l'enveloppe qu'elle vous propose. Donc ça veut dire que vous avez compris que dans le déroulé de ce que je viens de vous expliquer, quand vous signez le compromis de vente, c'est quasiment l'étape où vous devez avoir déjà les devis préparés. Donc vous devez avoir déjà anticipé d'avoir fait venir un ou plusieurs artisans, visiter le bien. Vous devez avoir convaincu le vendeur ou l'agent immobilier de revenir, d'ouvrir la porte pour que les artisans puissent faire des devis. Et vous devez convaincre des artisans de venir faire les devis. Tout ça, vous devez le faire. Et c'est comme ça qu'il faut le faire si vous voulez être préparé et professionnel. Comme ça, le jour où vous signez le compromis, vous avez déjà les devis. Vous pouvez directement aller voir la banque. Si vous signez le compromis, que vous avez des travaux à faire et que vous n'avez pas vos devis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir commencer la phase de vous allez prendre des rendez-vous, faire venir les artisans, vous allez perdre 15 jours pour avoir 2 devis. Donc là, il faut présenter les devis dans votre dossier bancaire. Et il faut évidemment faire une synthèse financière pour déjà que vous ayez fait le travail et pour que la banque, évidemment, ait tous les chiffres au même endroit. Donc le coût d'acquisition, les frais de notaire, le montant des travaux, les aménagements, le coût total de l'opération, toutes les charges, évidemment, mensualité, taxes foncières, assurance et les loyers qui vont rentrer en face. Vous allez ensuite, ça c'est toujours bien, d'avoir une approche en 3 pans. Donc une approche pessimiste dans laquelle vous avez un financement qui n'est pas très bon, avec des loyers qui sont un peu faibles, une approche médiane qui est votre scénario de référence, avec une mensualité et un financement, celui qui serait acceptable pour vous, les loyers que vous visez en étant assez raisonnable, et la situation espérée dans le cas où vous avez le financement dont vous rêvez et les loyers dont vous rêvez, pour montrer vraiment la totalité de votre projet. Ensuite, vous synthétisez aussi l'opération, vous la replacez par rapport à son contexte.
Ce n'est pas une opération qui se fait dans une bulle, c'est pour montrer que ce que vous essayez de faire sur ce bien immobilier, eh bien, c'est cohérent avec le marché. Donc, le prix auquel vous achetez, c'est cohérent. Le loyer que vous espérez, c'est cohérent. Et donc, vous êtes dans le marché, la banque ne prend pas de risque, vous n'achetez pas, vous n'allez pas faire quelque chose de surévalué. Vous synthétisez tout ça et vous expliquez, ici c'est la dernière étape la plus importante, vous dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous cherchez comme financement? Donc, l'apport personnel que vous comptez faire, ce que vous proposez, par exemple la domiciliation des revenus, vous apportez de l'épargne, vous apportez quelque chose, et la durée du financement que vous voulez. Est-ce que vous voulez un financement sur 20 ans, 25 ans? Qu'est-ce que vous comptez faire financer? Et ce n'est qu'une fois que vous avez ça de près que vous allez voir les banques. Donc vous avez compris, il faut préparer ce dossier, tous les éléments, le travail se fait en amont. En fait, il faut voir le rendez-vous avec la banque comme une formalité et ça va être une formalité si vous êtes prêt. La plupart des gens font l'erreur d'arriver au rendez-vous à la banque avec 2-3 papiers, le compromis et une vague idée de ce qu'ils veulent faire. Ils ne sont pas forcément au clair sur les chiffres, sur leur intention et donc du coup ça bégaye, ça patine et donc ça ne se passe pas bien. Donc vous l'aurez compris, vous avez le compromis signé, vous avez les devis de prêt, vous avez votre dossier bancaire. Donc maintenant, qui vous contactez, comment vous vous y prenez? Donc la première des banques à aller voir, c'est votre banque principale, celle qui vous connaît depuis longtemps. Alors si c'est une banque traditionnelle avec des agences, c'est bien. Si c'est une banque en ligne, alors les banques en ligne j'adore, mais malheureusement elles ne financent pas beaucoup l'immobilier ou si elles le font pour certaines, c'est dans des conditions drastiques auxquelles même moi je n'ai jamais pu prétendre. Donc ça va marcher si vous êtes cadre dans une grosse boîte, ça c'est bon, mais hormis ça et que vous voulez acheter votre résidence principale ou parfois un investissement locatif, mais c'est tout, ça ne marche pas très bien. Donc allez voir votre banque principale si c'est une banque traditionnelle, c'est la meilleure des choses à faire, elle vous connaît depuis longtemps. Alors généralement il se passe une chose, c'est un peu comme avec les opérateurs téléphoniques, quand vous êtes déjà client chez elle, elle ne va pas faire beaucoup d'efforts pour vous faire une offre compétitive. Il y a ce truc dans ce fonctionnement comme un opérateur où en fait ils vont déployer beaucoup d'efforts pour attirer de nouveaux clients, mais quand ils ont des clients existants finalement, ils s'en moquent un petit peu, ils ne les traitent pas toujours très bien. Et donc, ils vont peut-être pas répondre à l'appel. Mais ça vaut le coup quand même de le faire parce qu'il y a l'historique. Et si vous avez un bon conseiller, si vous tombez sur une personne compétente et motivée, eh bien, ça peut vraiment changer la donne. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, moi, je conseille toujours d'aller voir d'abord sa banque principale historique. Ensuite, deuxième élément que vous pouvez activer, c'est soit de passer par un courtier. Alors, le courtier vous permettra notamment de vous faire gagner du temps. Ça va vous coûter de l'argent, mais il va vous faire gagner du temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est une bonne option. Et également de faire du coup des démarches par vous-même auprès d'autres banques et donc notamment des banques régionales notamment parce que les banques régionales sont celles qui sont le plus proches des territoires et des villes dans lesquelles on finance de l'immobilier. J'ai eu moi beaucoup de mauvaises expériences ou d'échos négatifs des grandes banques nationales que l'on connaît tous, je ne vais pas les citer, mais les banques régionales sont elles beaucoup plus enclines à vous écouter et donc dans les banques régionales, je parle de caisse d'épargne, crédit agricole, crédit mutuel, banque populaire CIC, pour citer les principales et puis il y en a plein d'autres moins connues qui existent. Ces banques-là seront les plus à même de vous écouter. Donc, vous pouvez démarcher ces banques-là en direct. Alors attention, si vous travaillez avec un courtier, évidemment, lui, il va vous dire qu'il faut voir personne, surtout ne rien bouger parce qu'il préférera, lui, activer son réseau et pas passer du temps il ne pourra pas recontacter clairement une banque avec laquelle vous avez déjà été en contact récemment. Donc ça, c'est à voir avec lui ou à décider de votre côté de dire moi je vais essayer de démarcher telle banque et le courtier il s'occupe du reste, c'est tout à fait entendable, mais attention là-dessus à ne pas non plus vous griller et si vous contactez 4 banques, le courtier lui il n'aura plus grand chose à faire et il ne sera pas très motivé pour travailler avec vous si vous lui avez bâclé le terrain de jeu. Alors ensuite normalement vous devriez obtenir des rendez-vous. Là, tout l'enjeu pour vous, ça va être d'obtenir des rendez-vous avec les personnes les plus compétentes possibles. Et là, tout va dépendre de votre profil, tout va dépendre de ce que vous cherchez à faire financer, parce que si vous arrivez avec un conseiller en face d'un conseiller particulier, un conseiller grand public, eh bien c'est le niveau de professionnel dans la banque qui est le moins compétent.
on va dire, en dessous, c'est la personne qui est à l'accueil, quoi, hein. Donc, ce qui fait que ce n'est pas forcément la personne qui sera le plus à votre écoute, ce n'est pas forcément la personne qui va le plus vous faciliter la tâche. Alors, si elle est très compétente, surcompétente pour son poste, oui. Si elle est très motivée, oui. Mais je n'ai pas eu de très bonnes expériences. Moi, je sais que j'ai extrêmement galéré au début quand j'ai commencé mes financements immobiliers en 2011 parce que j'étais face à des conseillers grand public qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et comme moi, je débutais, je ne savais pas ce que je faisais. Et donc, ça ne facilitait pas la tâche et j'ai mis des mois et des mois à obtenir mon premier financement. Pour le deuxième, ça a été un petit peu moins compliqué et ça a évidemment été beaucoup plus simple quand j'ai eu en face de moi des conseillers qui sont professionnels. Donc soit des conseillers pros, soit des conseillers patrimoniaux, soit le directeur de l'agence. Voilà, c'est extrêmement plus simple dans ces cas-là. Donc évidemment, quand vous débutez, vous ne pouvez pas accéder à ces professionnels tout de suite. Mais ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de viser les anciens. Donc ça, c'est l'astuce que je peux vous donner. Quand vous cherchez à obtenir un rendez-vous, regardez dans l'agence, surtout si vous connaissez l'agence, si vous connaissez un peu les gens, ou renseignez-vous. Vous pouvez essayer d'aller voir s'il y a des organigrammes sur le site de la banque ou des noms. Allez voir les conseillers, même si c'est des conseillers grand public, mais allez voir les plus âgés, ceux qui auront le plus d'expérience. Et il peut y avoir en conseiller grand public des gens qui ont on va viser plus de 30, 40 ans, hein, on va passer à de l'expérience dans la banque, mais ne visez pas un gars de 25 ans qui débute, même s'il a les dents qui rayent le parquet, il n'aura pas beaucoup d'années de recul et il va faire des conneries dans votre dossier. Donc visez quelqu'un qui a un petit peu d'expérience. Alors ensuite, il va se passer une chose ici, c'est que soit le financement va être très fluide et magique, ce qui peut arriver dans certains cas, donc vous faites le rendez-vous, la banque prend vos documents, et une semaine après, vous recevez une proposition qui correspond plus ou moins à ce que vous avez demandé, qui n'est pas toujours la meilleure, mais voilà, vous avez quelque chose sous la main, on vous dit, on peut vous financer, voilà notre proposition. Donc ça, c'est déjà une bonne chose parce que la banque accepte de le faire. Mais souvent, il va y avoir soit un refus, soit la banque va vous proposer quelque chose qui n'est pas forcément toujours acceptable pour vous, soit la durée ne correspond pas, soit on va vous demander un apport plus important que ce que vous aviez prévu, soit on va vous proposer des conditions qui ne vous conviennent pas. Donc là, va rentrer une phase de négociation et c'est là où il faut un petit peu de savoir-faire, il faut un petit peu être entouré pour pouvoir savoir quoi proposer, comment rebondir. Mais dans tous les cas, une première offre, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la banque est intéressée par votre profil et par votre projet. Et c'est là aussi qu'il y a toute une dynamique et je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est long, il y a plein de choses, mais sachez qu'il y a toute une dynamique derrière dans la production du crédit immobilier en France qui fait que la banque est dans une démarche commerciale. Donc elle cherche à acquérir des nouveaux clients, elle cherche à produire du prêt immobilier, elle a des objectifs commerciaux et donc elle est dans une démarche volontaire, contrairement à ce qu'on imagine où souvent les gens s'imaginent aller mendier un prêt immobilier auprès de la banque. Ce n'est pas du tout comme ça, c'est vraiment un commerce, donc elle est là pour faire le commerce. Par contre, elle est aussi là pour le faire avec le minimum de risque possible. Donc, elle ne va pas prendre de risque sur si jamais votre profil, votre présentation ne lui convient pas. Et il y a plein de choses à voir. Il y a notamment 7 raisons courantes pour lesquelles les prêts sont refusés. Mais voilà, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails-là, il y a beaucoup de choses. Sachez simplement que ici, si jamais vous avez des refus, il faut essayer de comprendre pourquoi. La banque n'a pas l'obligation de vous expliquer pourquoi elle refuse. On a le droit de refuser un client. Mais vous pouvez quand même essayer subtilement en discutant, dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'aurais pu faire, dans quelles conditions je pourrais revenir vous voir. Et essayez de discuter avec votre conseiller. S'il est sympa, il va vous donner des pistes et vous saurez que c'est ce sur quoi vous devez travailler pour corriger votre dossier et passer plus facilement. Alors pour terminer la vidéo, le tutoriel, je vais répondre aux questions fréquentes et ça va vous permettre de mieux comprendre encore certains aspects du financement bancaire. La première chose que vous devez comprendre avec le financement bancaire, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je vois parfois des gens, et depuis des années où je fais du financement, où j'explique aux gens comment obtenir leur financement, eh bien, je vois souvent des gens qui arrivent avec des affirmations du style la Société Générale ne finance pas les SCI ou telle banque ne finance pas l'investissement immobilier locatif. Sachez que tout cela est totalement
faux. Il n'y a pas d'affirmation comme ça, c'est impossible de faire ça. Il faut comprendre, et j'ai déjà eu le cas chez mes clients, que en retournant dans la même agence, voire pour la même demande de financement, passer du refus à l'accord. Parce que vous avez en face une personne qui est différente, d'accord, et qui ne va pas du tout traiter le dossier de la même manière, qui va être disposé, qui va avoir le temps, alors que l'autre précédemment n'avait pas envie et vous dit non, on ne finance pas ce genre de projet, alors que c'est juste une décision personnelle, ce n'est pas la politique de la banque. Et sachez qu'en plus, le marché, comme je vous l'ai dit, il a une saisonnalité. Donc, si vous allez voir les banques en début d'année, c'est plus simple d'avoir un financement que si vous y allez en décembre parce qu'elles ont des objectifs commerciaux. Et donc, en plus de cela, elles ont des objectifs de conquête client, etc. qui peuvent, par exemple, il peut y avoir sur un trimestre, leur objectif, c'est de développer un segment de clientèle de tel type. Et donc, si vous êtes dedans, vous allez être extrêmement bien reçu à ce moment-là. Alors que 3 mois plus tard, ce n'est peut-être pas le cas. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est impossible d'avoir des généralités sur la banque finance ceci, la banque finance pas cela. Ça dépend énormément du contexte de la personne, de comment vous vous présentez. Et donc la seule chose que je peux vous dire, c'est plus vous êtes préparé, plus ça se passera bien avec la banque. Alors première question concernant la durée d'emprunt, je l'ai évoqué tout à l'heure, il vous faut la durée la plus longue possible pour un investissement, donc 20 ou 25 ans. La banque ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Deuxième question, est-ce qu'il est possible d'obtenir un financement sans avoir un CDI? Ou son corollaire, est-ce que c'est possible d'avoir un financement avec un seul salaire? La réponse est évidemment oui. Le CDI, c'est bien, être fonctionnaire, c'est mieux. Mais ça fait très longtemps que les banques financent d'autres profils qui ne sont pas en CDI. Si vous êtes en CDI, ce que la banque va regarder, c'est que vous êtes bien hors période d'essai. Et ça, c'est évidemment important. Mais si vous n'êtes pas en CDI, vous pouvez être en micro-entreprise, vous pouvez être travailleur non salarié, vous pouvez être sous d'autres statuts intérimaires ou autres. Ça ne pose pas de problème. Ce que la banque va regarder, c'est l'antériorité que vous avez dans ce que vous faites et la régularité de vos revenus, le niveau évidemment de vos revenus. Ce n'est pas du tout la même chose si vous êtes un auto-entrepreneur avec 500 € de revenus par mois depuis 6 mois ou si vous êtes un auto-entrepreneur avec 2000 € de revenus depuis 3 ans. Ce n'est pas du tout la même situation. Donc la banque va prendre ces revenus-là, va faire des moyennes sur plusieurs années pour déterminer votre revenu mensuel et analyser votre dossier. Par exemple, moi dans mon cas, je n'ai jamais fait un seul emprunt en étant salarié. J'ai toujours fait ça en étant travailleur non salarié ou gérant ou président de mes sociétés et donc je n'ai pas une seule fiche de salaire à montrer à la banque. Ça n'a pas empêché de le faire. Simplement, eh bien, selon votre situation, ça va avoir un impact sur les garanties, sur l'organisme de cautionnement. Alors qu'est-ce que c'est cela? Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais j'ai parlé du fait que la banque devait se garantir. Donc quand elle vous prête de l'argent, la banque va prendre une garantie. Et il existe plusieurs types de garanties. Il y a des organismes de cautionnement où il y a l'hypothèque dont vous avez déjà entendu parler. Il y a d'autres formes, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais voilà, selon votre profil, la banque va pouvoir accéder à certaines formes de garanties qui sont plus ou moins protectrices pour elle et plus ou moins coûteuses pour vous. Mais dans tous les cas, les solutions existent. C'est ça que vous devez garder en tête. Même sans aucune fiche de salaire, vous pouvez emprunter. Même seul, vous pouvez emprunter. Ce qui va compter, c'est évidemment le niveau de revenu et le montant que vous cherchez à emprunter, bien entendu. Alors, quelles sont les aides que vous pouvez obtenir pour un financement immobilier? En réalité, il n'y a pas d'aide quand vous cherchez à faire de l'investissement locatif. À partir du moment où vous cherchez à gagner de l'argent, on n'est pas là pour vous aider. Mais dans le cas où vous faites ça pour votre résidence principale, il y a un certain nombre d'aides. Je vais vous les lister. Donc vous allez avoir le prêt conventionné, le prêt d'accession sociale, le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, le prêt d'épargne logement, le prêt complémentaire d'Action Logement, une subvention de l'ANA. Voilà, tout ça c'est pour la résidence principale. Il y a des conditions à chaque fois, il faut rentrer dans les cases, ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais regardez l'ensemble de ces prêts parce que ça va venir en complément du financement que proposera la banque. Donc si vous avez par exemple 50 000 € d'un prêt à taux zéro et puis 50 000 € avec votre prêt épargne logement, eh bien ça vous fera 100 000 € à des taux très normalement préférentiels et la banque n'aura qu'à financer le reste, ce qui va faciliter l'obtention de votre financement. Alors quelles sont les protections que vous avez en tant qu'emprunteur? Alors il y a 2 protections que vous devez connaître. La première, c'est le délai de réflexion
que vous avez après l'envoi des offres. Donc quand la banque accepte de vous financer, elle vous envoie ce qui s'appelle les offres de prêt qui contiennent tous les détails de ce qu'elle vous propose. Et vous avez la loi Scrivener qui impose un délai de réflexion d'au moins 10 jours. Mais souvent, les gens s'imaginent que c'est 10 jours de réflexion. En fait, vous pouvez réfléchir plus puisque la durée de validité des offres, qui est souvent de 30 jours et qui peut être même supérieure, fait que entre le moment où vous recevez les offres et la fin de validité des offres, en fait, c'est ça votre délai de réflexion. Donc, ce n'est pas 10 jours, c'est 10 jours minimum, mais ça peut être 20 jours et ça peut être plus si l'offre est valable plus longtemps, ce qui fait que vous avez tout ce temps-là pour réfléchir avant d'accepter les offres que vous avez reçues et faire jouer la concurrence, réfléchir à votre projet, etc. Une chose qu'il faut savoir ici aussi, très importante, c'est que une fois que la banque a édité les offres de prêt, c'est un document contractuel, eh bien, si vous cherchez à faire modifier ces offres, c'est-à-dire vous dites finalement je veux plus 25 ans, je veux 22 ans, la banque doit recommencer tout le processus en interne et ça va lui redemander du travail, ça va embêter tout le monde et vous risquez en plus d'avoir un refus à ce moment-là puisque ils vont réexaminer les choses et si les conditions ont changé, vous pouvez avoir un refus même en demandant moins, ça peut arriver, attention. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien demander exactement ce que vous voulez dès le départ, la première fois, même de négocier les éléments. Ça aussi, c'est un élément, une question qui revient souvent. Qu'est-ce que je peux négocier et à quel moment je peux le négocier? Sachez qu'à partir du moment où il faut imaginer votre conseiller qui appuie sur le bouton pour envoyer votre demande, à partir du moment où il fait ça, vous ne pouvez plus modifier ce que vous demandez sans qu'il y ait un nouvel examen de votre demande. Donc, il faut demander dès le départ, par exemple, typiquement pour faire baisser le coût d'un financement immobilier, il faut négocier notamment l'assurance emprunteur. Et c'est la deuxième forme de garantie d'ailleurs que vous avez. L'assurance emprunteur, c'est l'assurance que va vous demander la banque de prendre sur le financement pour vous protéger et se protéger également dans le cas où il vous arriverait quelque chose. Alors, ça couvre le décès, ça couvre l'invalidité, ça couvre la perte d'emploi dans certains cas. Et donc, c'est une assurance qui peut coûter assez cher. Dans mon cas, j'ai pu faire baisser le coût de l'assurance emprunteur de 70% dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on est passé de 0,3% à 0,07%, donc 70% d'économie. C'est entre 3 et 7 000 euros d'économie sur un financement, juste sur l'assurance, parce que j'ai demandé ce qui s'appelle une délégation d'assurance. Donc ça fait partie des éléments à négocier avant que le conseiller appuie sur le bouton lors du rendez-vous en disant voilà, je cherche un financement, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Je pense que ça serait intéressant de faire une délégation. Et évidemment, ici, il faut être un peu stratégique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier 45 points du financement. Vous ne pouvez pas négocier le taux, les frais de dossier, la délégation d'assurance et tout un tas de choses. Il va falloir choisir vos combats. Et c'est là où il faut savoir un petit peu ce que vous faites. Encore une fois, la vidéo est déjà assez longue, je ne veux pas m'étendre davantage, mais il faut choisir vos combats. Et donc, une fois que vous avez ça, les offres seront éditées et donc vous ne pourrez plus les modifier. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu aborder, mais je n'ai pas le temps de le faire. Vous avez un long programme si vous souhaitez aller plus loin sur le fonctionnement du marché du financement, les interlocuteurs, le jargon, comment faire dire oui à la banque, les 7 refus les plus courants à corriger, corriger la question du taux d'endettement, ne pas payer ou réduire les frais de notaire, comment garder votre apport, comment reconstituer votre apport, l'assurance emprunteur, tous les détails, est-ce qu'il faut faire appel à un courtier, la préparation du dossier bancaire, la recherche du financement, les 5 points à négocier, que faire quand on a un refus, comment on fait pour emprunter en SCI, en SAS, comment on peut utiliser le montage de prêt, comment on peut bien négocier les garanties, quelles sont les clauses qu'il faut bien négocier, comment on finalise son dossier, comment on présente, comment on analyse une offre de prêt, comment on débloque de l'argent pour financer vos travaux. Voilà, on va voir tout ça pour ceux qui veulent aller plus loin. Dans tous les cas, merci, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous sera utile si vous débutez sur le chemin de l'investissement immobilier. Portez-vous bien et à très bientôt.